Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui pour un nouvel agro-webinaire du mardi et donc nous nous retrouvons ce jour pour aborder les questions du lien entre les technologies du numérique et la préservation des sols. Donc, pour ceux qui arrivent, eh bien, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont encore jamais venus voir nos agro-webinaires, que vous avez deux moyens de partage d'informations ou d'interrogation avec les intervenants. D'une part, vous avez le chat, le fil de discussion, que vous n'utilisez, s'il vous plaît, que pour donner des informations ou pour me faire part de vos soucis techniques éventuels. Mais le principal moyen d'interaction dans ces webinaires, c'est le bouton QR, questions-réponses, et dans lesquels vous pouvez bien poser toutes vos questions et vous pouvez poser au fil des trois interventions qui vont avoir lieu l'une après l'autre pour qu'ensuite on ait 30 minutes de réponse aux différentes questions. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire trois spécialistes de la question de cette question. D'une part, Myriam Chanet, qui est chercheur à INRAE. D'autre part, Damien Martin, qui est ingénieur à AgroTransfert. Et Bonjour à puis tous. Benjamin Novak, qui est enseignant-chercheur à VET-AgroSup, campus agronomique, professeur d'agronomie. Voilà. Et donc, je propose de démarrer, même si peut-être tout le monde n'est pas encore arrivé. Ah, il est 13 heures. Myriam, tu peux commencer à mettre en place ton diaporama et nous allons démarrer dans quelques secondes. Voilà, tu peux le mettre en mode diaporama. Ce que je n'ai pas dit aux collègues intervenants, c'est que vous coupez votre son. Vous le laisserez entièrement. Vous pourrez laisser votre son pendant les questions-réponses, mais il vaut mieux le couper pendant les interventions et le mettre chacun à votre tour. Merci. Donc, je souhaite à tous un bon webinaire et Myriam, la parole est à toi. Merci Philippe pour cette introduction du webinaire consacré aux technologies du numérique et à la préservation des sols. Donc je suis Myriam Chanet, je suis scientifique dans l'équipe robotique et mobilité pour l'environnement et l'agriculture au sein de l'unité de recherche technologie systèmes d'information pour les agrosystèmes dans le centre de Clermont. Tout d'abord, je vais vous parler de dispositifs expérimentaux développés par l'INRAE, enfin plutôt par l'un de ses deux parents, le plus petit, l'IRSTEA, alors qu'il s'appelait encore le CEMAGREF. Ces dispositifs sont dédiés à la recherche et bien que de conception datant un peu, leur utilisation est toujours d'actualité, d'autant plus avec les évolutions que doit opérer l'agriculture pour relever tous les défis qui se présentent à elle. Après, je laisserai la place à Damien et à Benjamin. Les facteurs à prendre en compte lorsque l'on s'intéresse aux sols agricoles sont nombreux. Il y a ceux qui concernent les engins agricoles proprement dits, ceux qui concernent les sols et d'autres facteurs qu'on ne peut pas classer dans ces deux bulles. Il est difficile de quantifier l'impact de certains de ces facteurs tellement ils sont liés entre eux. La transition vers une agriculture, qu'elle soit durable, de conservation biologique, agroécologique ou autre, nécessite des moyens de quantification des changements qu'elle induit, en particulier sur les sols. Les variabilités spatiales et temporelles des propriétés physiques des sols peuvent être importantes au sein d'une même parcelle agricole, rendant difficile la valorisation des expérimentations conduites pour promouvoir des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. C'est dans ce cadre que l'INRAE mène des travaux de recherche portant sur des dispositifs et des méthodes d'évaluation des impacts des pratiques agricoles sur les sols. Ces travaux ont un double objectif, à la fois permettre à la recherche d'acquérir des références sur les pratiques actuelles, de pouvoir les comparer entre elles, de comprendre les processus en jeu et les modifications induites par les changements de pratiques. Et le deuxième objectif est de fournir aux agriculteurs la possibilité de recueillir des données sur leur sol lors des opérations culturales afin d'alimenter des outils d'aide à la décision pour optimiser leurs pratiques. Le webinaire propose d'illustrer ces travaux avec les résultats obtenus en matière de compaction des sols.
Je vous prie de m'excuser, j'ai perdu ma souris. Me voilà bien embêtée. Hop là. Voilà. Sinon, tu prends le clavier pour faire défiler. Mais oui, c'est ce que j'essaye de faire, mais ça change sur l'autre écran. Oh là là, excusez-moi. Ça devrait être bon. En tout cas pour le moment. L'agriculture numérique se définit comme la convergence de l'agriculture et des technologies de l'information qui associent des capteurs, des réseaux intelligents, des outils de la science de la donnée, des développements informatiques, de la robotique, pour tout au long de la chaîne des valeurs, répondre aux attentes agricoles, environnementales et sociétales. Depuis plusieurs années, l'offre technologique agricole se multiplie. En voici quelques exemples. Je prie les entreprises dont le logo n'apparaît pas sur cette diapo de bien vouloir m'excuser. Elles sont très nombreuses. Je pourrais consacrer un webinaire entier à vous décrire les différents matériels et services proposés par ce type de dispositif en vous parlant de techniques, de complémentarité et de prestations fournies. Mais ce n'est pas l'objet qui nous occupe aujourd'hui. Oh là, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi elle se bloque, ma souris, quand je suis sur l'écran. Ça a l'air de marcher avec la roulette. Donc, je vais plutôt vous parler d'un dispositif expérimental développé dans l'UR TSCF et que nous avons baptisé OCPS pour outil de cartographie des propriétés du sol. Cet outil permet de recueillir des données sur un sol et de produire des cartographies à l'échelle de la parcelle. Ce dispositif est équipé de plusieurs lames qui tranchent le sol sur une épaisseur qui dépend de la longueur de la lame, classiquement entre 10 et 40 cm. Chaque lame est reliée à un capteur d'effort qui enregistre l'effort exercé par le sol lorsque la lame le coupe. Deux de ces lames sont utilisées également comme électrodes pour injecter un courant dans le sol et mesurer la différence de potentiel qui s'établit entre ces deux électrodes, ce qui permet de mesurer l'impédance électrique du sol. Avec ce dispositif, nous associons des mesures mécaniques, les mesures d'effort, à des mesures électriques, les mesures d'impédance. Ces mesures étant simultanées et géoréférencées à l'aide d'un GPS de précision centimétrique, afin de recueillir les coordonnées de chaque point de mesure. Nous utilisons l'OCPS pour quantifier l'impact sur la structure du sol, par exemple de la circulation des véhicules, du semi-direct, de l'apport de compost. Même si nous sommes en distanciel, nous allons nous promener un peu, nous allons nous rendre sur le site expérimental de l'URTSCF, basé dans l'Allier, afin d'illustrer les résultats obtenus avec cet outil. Ce site est une exploitation agricole classique, mais c'est aussi notre terrain de jeu pour nos travaux de recherche en matière de robotique, d'épandage minéral ou organique, ou encore de réseau de capteurs. Il présente l'avantage d'avoir des parcelles avec des textures de sol contrastées, certaines plus sableuses au palaquin, d'autres plus argileuses au piquin. Si on se rend sur le domaine des palaquins, on trouve des parcelles avec des teneurs en sable variées. Je maîtrise pas la souris, désolée. Nous avons utilisé une de ces parcelles pour réaliser une expérimentation portant sur l'impact de la circulation de pneumatiques sur la structure du sol. Nous avons un dispositif qui permet de réaliser des essais avec des modalités de charge et de coupe appliquées à la roue contrôlée. Nous avons utilisé ce dispositif pour réaliser 75 passages de pneumatiques sur cette parcelle en suivant des trajectoires parallèles à la ligne jaune. Puis nous avons utilisé l'OCPS en suivant des trajectoires parallèles à la ligne verte, donc perpendiculaires au passage de pneumatiques.
La première cartographie qui est produite à partir des coordonnées GPS est le modèle numérique de terrain. Elle permet entre autres de s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie, qu'il n'y a pas eu d'anomalie au cours de l'expérimentation et que les traitements géostatistiques n'introduisent pas d'artefacts dans les cartographies issues des autres capteurs. Voici la cartographie obtenue avec les mesures d'effort enregistrées sur la lame de 20 cm. On voit apparaître une structure qui correspond aux 75 passages de pneumatiques que l'on a fait sur la parcelle. La couleur rouge correspond aux valeurs d'effort élevées et la couleur bleue aux valeurs d'effort plus faibles. On identifie une zone sur le bas de la parcelle qui semble présenter des valeurs moins élevées que sur le haut de la parcelle. Les deux diapositives suivantes présente les cartographies obtenues à partir des mesures électriques. Sur celle du module de l'impédance, il est possible d'identifier des hétérogénéités spatiales avec des zones de modules plutôt faibles en bleu et plutôt élevées en rouge, en passant par des zones de modules intermédiaires en vert ou jaune. Ces zones correspondent à des textures de sol différentes. La structure linéaire observée sur la cartographie précédente est beaucoup moins visible, mais elle est bien présente. En fait, les mesures électriques faites sur un sol varient à la fois en fonction de son humidité, de sa densité apparente, de sa texture, mais aussi de la teneur en matière organique, de la température et de la concentration en solidité de l'eau interstitielle. C'est ce qui rend extrêmement difficile l'interprétation des mesures électriques. Sur la cartographie de la phase de l'impédance électrique, il est possible également d'identifier des hétérogénéités dont la plupart sont communes à celles de la cartographie du module. La combinaison des mesures électriques et des mesures mécaniques, qui dépendent elles aussi de l'humidité, de la densité et de la texture du sol, permet de séparer l'influence de ces trois paramètres sur la mesure. Lorsque ces expérimentations portant sur des pneumatiques sont réalisées, il est intéressant d'utiliser un autre dispositif expérimental de l'INRAE, le pénétromètre automatique, que vous voyez en action sur la partie gauche de la diapo. Avec ce dispositif, c'est l'effort à l'enfoncement d'une pointe qui est mesuré. Cela permet de visualiser les conséquences d'un pneumatique sur le sol. À droite, on identifie la présence de la semelle de labour, ainsi que le bulbe de tassement engendré par le passage du pneumatique. Ces mesures peuvent permettre de valider les modèles de propagation des contraintes dans le sol en fonction du type de pneumatique, de véhicule ou de charge de pression de gonflage qui sont utilisés dans des outils tels que Terra Minimum. Hop là. L'OCPS est un dispositif expérimental qui est dédié à la recherche. Son principe de mesure mécanique et électrique simultanée est suffisamment pertinent pour que nous ayons décidé de le transposer à un pneumatique. Les mesures d'effort sont remplacées par des mesures de déformation du pneumatique, ce dernier ne se déformant pas de la même manière suivant la nature et l'état du sol sur lequel il circule. Et les mesures électriques sont réalisées en ajoutant des éléments conducteurs sur la bande de roulement. Lorsqu'on utilise ce pneu capteur, sur la droite de la diapo, vous voyez un exemple de résultat obtenu lorsqu'on utilise ce pneu capteur. Donc sur les trois cartographies, c'est l'évolution du module de l'impédance au cours du ressuyage de la parcelle. Donc, vous avez vu que l'OCPS permet de s'intéresser à des phénomènes à l'échelle du pneumatique jusqu'à l'échelle de la parcelle. Il nous permet de remplir l'objectif, de permettre à la recherche d'acquérir des références sur les pratiques actuelles, de pouvoir les comparer entre elles, de comprendre les processus en jeu et les modifications induites par des changements de pratiques. Par exemple, en suivant l'amélioration ou la dégradation de la structure du sol suivant les pratiques culturales. Nos possibilités de recherche dans le domaine vont être augmentées avec la création de l'Agrotechnopole, qui est une plateforme partenariale d'innovation publique-privée portée par l'INRAE au service du développement de nouvelles solutions technologiques pour la transition agroécologique. Il sera basé sur notre site de Montol et disposera de bacs de terre homogènes avec des taux d'argile allant de 8 à 65%.
Ces bacs augmenteront donc l'intérêt du site pour mener des expérimentations dans le cadre des transitions de l'agriculture. La transposition du principe de l'OCPS à un pneumatique ou à un outil de travail du sol classique permet de fournir aux agriculteurs la possibilité de recueillir des données sur leur sol lors des opérations culturales afin d'alimenter des outils d'aide à la décision pour optimiser leurs pratiques. En identifiant des zones nécessitant une attention particulière, par exemple opération de décompactage profond ou l'implantation d'une culture de restructuration du sol si la dégradation est moins importante, ou en permettant le suivi de l'impact des opérations culturales en assurant leur traçabilité. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Damien. Merci Myriam, merci d'enlever ton diaporama, très bien. Bon, mais Damien, pardon, c'est à toi de donner une application concrète à partir de l'expérience d'agrotransfert en mode diaporama et voilà. Bonjour à tous, merci pour cette invitation à cet agro-webinaire. Donc, je vais vous présenter les différents travaux réalisés avec mes collègues au sein d'AgroTransfert, ce que l'on attend de nous et nos différents moyens de réponse. Donc, déjà, posons le contexte. Donc, les chantiers sont de plus en plus performants, mais cela implique aussi de plus en plus lourd, ce qui donne des contraintes au sol qui sont très élevées et c'est souvent en conditions humides. Il y a aussi un recours fréquent à la prestation de services qui implique des marges de manœuvre réduites pour avoir de bonnes conditions d'intervention. Donc, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique des risques élevés de tassement, en particulier en profondeur, et aussi peu ou voire pas de prise de conscience de ces tassements. C'est pour cela que le projet Seul Défi a été monté. C'est pour répondre aux attentes formulées par des partenaires. Pour répondre à des questions qui sont les suivantes. Donc, faire prendre conscience aux agriculteurs des problèmes de tassement, donc en mettant en place des observations nécessaires qu'ils peuvent mettre en place par eux-mêmes, des observations assez simples. Observer les conséquences à moyen et à long terme de ces tassements. Ensuite, comment peut-on corriger le tassement s'il y a eu lieu et comment l'éviter, donc comment le prévenir. Donc, c'est pour ça que nous avons pour objectif de gérer la structure du sol en prévenant le risque de tassement et en tenant en compte de la régénération naturelle et mécanique. Alors, voici trois méthodes qui sont assez simples, que les agriculteurs peuvent appliquer dans leur parcelle. Donc, la première qui est un test bêche. Donc, voilà, il suffit d'avoir une bêche, de faire une petite tranchée et de prélever une petite tranche de terre et d'observer la structure. Donc, c'est une observation visuelle. Donc, la structure de notre sol. Et puis de diagnostiquer s'il y a eu tassement ou pas et à quel horizon. Un peu plus compliqué à mettre en œuvre, qui nécessite un télescopique, mais en général, voilà, dans leur parc matériel, les agriculteurs possèdent un télescopique. On peut demander à son voisin un emprunt de télescopique. C'est un mini profil 3D. Donc, disons que c'est un peu la même idée que la test bêche, sauf que ça va plus en profondeur. Nous voyons plus d'horizons et il y a une plus grande surface impliquée d'observation de la structure du sol. Et enfin, une troisième méthode, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, qui est la tige pénétrométrique, donc, qui permet de visualiser s'il y a du tassement. Donc, si la tige, nous avons du mal à enfoncer, c'est qu'il y a un tassement. Et de par sa simplicité, nous pouvons en faire plusieurs points dans les zones suspectes où nous suspectons un tassement. Donc voilà, je ne vais pas plus loin dans l'explication de ces méthodes. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez toujours aller dans notre site et lire les différents guides concernant ces méthodes. Alors, pour répondre aux agriculteurs, nous avons aussi différents chantiers. Donc, nous suivons différents chantiers, donc des chantiers lourds, avec différentes méthodes. Donc, des chantiers lourds, j'appelle ça donc par exemple la récolte de betteraves, de pommes de terre, de maïs, ou même l'implantation de pommes de terre. Donc, comment nous observons s'il y a eu tassement ou pas avec ces chantiers? Donc, nous avons différentes méthodes. Donc, la pénétrométrie électronique. Donc, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la pénétrométrie automatique que Myriam nous présentait tout à l'heure.
C'est un pénétromètre avec une console où nous voyons en direct un graphique qui se dessine en fonction de la résistance à la pénétration du sol, donc autrement dit s'il y a un tassement ou pas. Donc nous pouvons quantifier du coup en sortant un graphique ce tassement. Nous avons aussi, nous pouvons mettre en place aussi les prélèvements de cylindres pour déterminer la densité apparente. Donc nous prélevons par exemple en dehors de tout passage de roue pour avoir un témoin, et sous passage de roue pour déterminer si le sol a impliqué une augmentation de cette densité apparente. Nous faisons aussi des mesures de perméabilité à l'air. Donc la perméabilité à l'air mesure la porosité du sol ainsi que leur interconnexion entre eux. Donc c'est simple, c'est pareil, c'est encore une méthode avec des cylindres, cette fois-ci prélevés à l'horizontale pour respecter le sens de gravité. Nous passons ensuite ce cylindre dans un perméamètre qui va, sous une pression donnée, forcer l'échantillon à se faire traverser par un certain débit d'air. Et en fonction de plus ou moins, d'un débit d'air plus ou moins élevé, nous allons déterminer si le sol et les porosités du sol ont été écrasées ou non par un passage de roue. Donc, une autre méthode, donc l'infiltration, qui mesure directement l'infiltration à l'eau du sol, donc pareil, qui est en fonction de sa porosité. Donc, une autre méthode qui est le profil cultural. Donc, vous voyez ici une photo avec donc un profil cultural. Donc, pour cela, il faut bien évidemment creuser une fosse, comme pour le prélèvement des cylindres. Donc, au couteau, nous dégageons les différentes mottes. Donc, en rouge, vous avez les mottes qui sont typiquement des mottes delta, donc des mottes fermées, des mottes tassées. Nous pouvons voir que ces mottes correspondent en fait à l'ancien passage de l'intégrale. Donc, vous voyez deux roues au-dessus, donc la saison précédente. Donc là, c'est un Blade 2016. Donc, le passage de l'intégrale 2015 a donc tassé. Donc là, vous voyez les gros blocs de zone de bloc delta. Nous pouvons voir aussi, donc en parallèle, si vous regardez la culture de blé présente, qu'il y a un retard de développement au niveau de ces passages de roue. Donc justement, nous pouvons quantifier cette culture, savoir l'impact sur la culture du tassement, en faisant en premier lieu des profils racinaires. Donc évidemment, nous soupçonnons, si jamais il y a tassement, un retard de développement des racines. Et à côté du passage de roue, un développement normal. Donc nous pouvons comparer comme ça, 2 à 2, l'effet sur les racines du tassement. Nous pouvons faire un suivi aérien par drone. Donc nous pourrons voir ce retard de développement comme la diapo précédente, par exemple au niveau du blé, donc des passages de roue, ou alors des modalités sur toute une parcelle où on a fait une récolte en crabe avec une intégrale. Enfin voilà, nous pouvons faire plein de choses avec un drone et c'est très visuel, c'est très sympathique. Et ensuite, nous pouvons aussi faire des prélèvements pour calculer le rendement et des composantes de rendement, voir si le tassement affecte ce rendement sur les cultures. Donc voici un exemple de suivi de chantier. Donc ce chantier est un arrachage de pommes de terre avec une arracheuse automotrice et un tracteur et avec sa benne. Donc la méthode que je vous présente ici, donc j'en ai présenté qu'une par souci de manque de temps. Mais voilà. Donc la méthode, c'est la pénétrométrie électronique. Donc pour lire ce graphique, donc l'ordonnée représente la profondeur. Donc c'est une ordonnée inversée. Donc la profondeur de surface, donc je veux dire la surface est au-dessus et à 40 cm, c'est vers le bas. L'abscisse représente la résistance à la pénétration. Donc plus l'on va vers la droite, donc plus la tige résiste à la pénétration et donc sous-entendu plus le sol est tassé. Donc sur ce graphique, il représentait 4 courbes. Donc, un témoin bleu, l'automotrice roue arrière à vide en noir pointillé, roue arrière à plein en noir, et le tracteur et sa benne en rouge. Donc voilà, si l'on regarde bien les photos, nous voyons donc le tracteur avec la benne, nous avons 5 essieux, et l'automotrice, du fait de son roulage en crabe, nous suivons que l'essieu arrière, donc le plus loin. Donc le graphique il montre un tracement en surface plus élevé pour la benne et le tracteur, donc la courbe rouge va plus vers la droite. Mais à partir de 15 cm, c'est l'automotrice pleine qui tasse le plus. Donc ce dont on peut conclure, c'est que le nombre de passages a un effet en surface, mais le poids, donc avec un nombre de passages faible, joue plus en profondeur. Donc nous avons une contrainte maximale déterminante pour le tassement profond. Préférer plusieurs passages avec de faibles charges
plutôt qu'un seul passage avec des charges lourdes. Donc, si on fait une petite synthèse sur l'impact de tassement, nous avons donc des préjudices importants du tassement sur la croissance des cultures, donc suite aux différentes méthodes que je vous ai présentées, parce que donc on peut en conclure. Donc jusqu'à 30% de perte de rendement, en particulier en année sèche ou en année très humide. Nous pouvons aussi noter l'importance des pneumatiques pour préserver la structure de l'horizon labouré. Le couple humidité sol-charge essieu, cela détermine la profondeur atteinte par le tassement. Donc ça, c'était typiquement la diapo précédente. Et nous pouvons aussi observer une régénération très lente et difficile des tassements en profondeur. Donc attention à la répétition des tassements en profondeur. Il faut limiter le poids par essieu. Et le plan de charge de machine de récolte à l'automne. Donc, quels sont les leviers que l'on peut mettre en place pour limiter ces tassements? Donc, il faudrait adapter les pneumatiques, donc la pression de gonflage, la technologie des pneus, limiter le poids total. Donc ça, c'est typiquement la photo que je vous ai mise en bas. Donc, pour les bandages de lisier, donc la tonne reste en dehors de la parcelle et va éviter dans ce cas un tassement. Et le tracteur, voilà, n'aura pas cette tonne derrière et pourra épandre son lisier. Une répartition et une décomposition des charges aussi, comme levier, nous pouvons citer. Nous pouvons aussi utiliser un GPS, par exemple, pour localiser les passages de roues, et ensuite limiter la surface affectée par le tassement en passant toujours par le même endroit. Comme ça, nous créons des zones refuge, en quelque sorte. Et une autre méthode, nous pouvons aussi utiliser des capteurs d'humidité et ou des modèles numériques et coupler avec un modèle mécanique de sol pour déterminer s'il y a un risque de tassement ou pas. Donc, justement, en parlant de modèle de mécanique du sol, je vous en en particulier que nous utilisons très souvent à AgroTransfert, qui est Terranimo. Alors, Terranimo, pour Terra Mechanical Model, qui est un outil d'aide à la décision pour évaluer les risques de tassement du sol par les engins agricoles. C'est donc un logiciel qui est disponible gratuitement en ligne. Vous pouvez consulter quand vous le voulez. Donc, je vous ai mis le site juste ici. Donc, l'outil se construit en 3 parties. Tout d'abord, il estime la surface d'empreinte entre le pneu et le sol et il répartit le stress le long de cette surface. Ensuite, il va estimer la propagation du stress en profondeur. Et ensuite, en parallèle, il estime la résistance du sol à cette contrainte et à différentes profondeurs. Un exemple typique d'une sortie de cet outil. Donc, le graphique faut le voir en 2 parties en fait. Une première partie qui est le profil de résistance du sol. Donc, c'est les 3 couleurs. Il est représenté avec en ordonnée inversée la profondeur et en abscisse la résistance pour une contrainte donnée. Donc, ensuite, nous avons une courbe qui représente le stress appliqué au sol provenant du point central du pneu, du contact sol-pneu, qui est en général le point où, en général pas tout le temps, le point où le stress est le plus important. Donc, en surface, nous pouvons voir donc, jusqu'à 30 cm, la courbe est dans la zone rouge, dans le profil de sol, donc nous avons un risque élevé de tassement. Ensuite, entre 30 et 50 cm, nous sommes en jaune, et la couleur jaune signifie qu'on est dans un risque modéré de tassement. Et ensuite, en dessous de 45-50 cm, la courbe passe dans le vert. Donc le vert signifie un risque faible de tassement. Voilà. Puis vous avez en parallèle les petites photos qui illustrent voilà, donc, des blocs de sol bien tassés, tassés modérément, puis un joli bloc avec des angles très arrondis, non tassés. Donc pour conclure sur cet outil, donc il est très utile pour prédire à court terme le tassement pour un chantier donné avec les conditions du sol actuelles. Et il permet d'orienter le choix de la stratégie, donc le choix de la machine, le planning des jours disponibles, donc savoir si on va tasser ou non en fonction des conditions hydriques, sans risque de tassement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant nos travaux AgroTransfert. Donc je vais laisser la parole à Benjamin et merci de votre attention. Merci Damien. Donc enlève le partage d'écran pour que Benjamin puisse Voilà. à son tour Ok, merci son Damien. intervention. Vas-y Benjamin. Alors, je lance le partage.
Diaporama. C'est OK. Ok. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin Novak, je suis enseignant-chercheur en agronomie à VET AgroSup et je vais vous parler un peu des données numériques qu'on peut mobiliser pour la cartographie des sols en enseignement. Donc, ce sera un peu plus large que l'aspect structure des sols. On va balayer un peu les autres caractéristiques des sols aussi. Ton paramètre d'affichage, mets ton paramètre d'affichage parce qu'on a les deux diapos là. Il faut que tu mettes pardon. Hop. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà, merci. Ok, merci Philippe. Donc l'introduction là-dessus, c'est de dire, on partait d'un constat de se dire que les étudiants agro, c'était généralement des étudiants qui venaient de filières plutôt biologiques et qui n'avaient pas forcément un gros attrait pour le numérique, alors qu'ils pouvaient avoir un attrait important pour les thématiques liées à la santé des sols. Donc l'idée étant de se dire, le numérique, ça reste important pour des ingénieurs agro aujourd'hui, mais la meilleure façon de l'enseigner, c'est toujours bien de faire un lien avec nos thématiques agro, et notamment les thématiques sol qui sont relativement prisées par les étudiants. Donc, je vais vous illustrer ça à travers un module d'agriculture de précision que je fais pour les étudiants de deuxième année de VET AgroSup. Donc, c'est dans la deuxième partie de la deuxième année, on a plusieurs modules optionnels que les étudiants peuvent choisir. Et là, c'est un module dédié, disons, à l'agriculture de précision, où l'objectif est de montrer comment on peut s'adapter aux hétérogénéités intraparcellaires du sol. Donc, ce module est en gros réparti en 3 phases. Une première phase de travaux dirigés, on va réaliser une cartographie de la parcelle simplement à partir des données numériques. On va ensuite aller confronter cette cartographie à la réalité du terrain lors de prospection pédologique, suivie derrière d'analyses de sol au laboratoire pour des analyses qu'on ne peut pas faire sur le champ. Et enfin, derrière, les étudiants devront travailler une restitution pour fournir des cartes de prescription, des conseils à l'agriculteur pour adapter ses pratiques à l'hétérogénéité qui aura été mise en évidence dans le module. Pour rentrer un peu plus dans le détail, dans la première étape, quelles données numériques on va utiliser? On va d'abord utiliser des mesures réalisées par des capteurs spécifiques, donc comme des cartes de résistivité, un peu l'équivalent des cartes qu'a présentées Myriam dans la première partie, mais également des cartes issues du machinisme agricole. Donc, on a par exemple un TD pour montrer comment est-ce qu'on va traiter les cartes de rendement. Comment est-ce qu'on enlève les points aberrants, par exemple liés au début de la coupe ou liés au passage de l'enrouleur, où est-ce qu'on a des petits rendements qui vont être un peu plus faibles, et transformer ça en carte homogène. Ça, c'est pour les données issues du machinisme agricole. Donc, bien sûr, toutes ces cartes devront être sur la même parcelle, la parcelle qui sera traitée derrière en prospection pédologique. Après, on a aussi maintenant de plus en plus de données qui existent dans des bases de données web. Donc là, c'est un petit exemple d'évolution du parcellaire qu'on a autour de l'école dans la plaine de la Limagne, où un peu comme de partout, on a tendance à l'agrandissement des parcelles. Et l'idée est que les étudiants réussissent à retrouver un peu l'occupation passée de leurs parcelles qu'ils étudient, pour voir si on a un arrière-effet de l'occupation passée. Donc pour ça, on se sert notamment du site de l'IGN, Remonter le temps, qui nous permet de télécharger les images historiques que les étudiants vont ensuite géoréférencer. Ça, c'est la première source. La deuxième source qu'on a, bien sûr, maintenant, c'est les images satellites. C'est notamment toute la constellation Sentinelle. Là, on utilise principalement Sentinel-2, qui est les images multispectrales, pour réaliser des cartes de NDVI, qui est l'indice de peuplement le plus couramment utilisé. Donc là, c'est pareil, c'est une image prise dans un petit coin de la plaine. Bien sûr, l'idée est de redécouper cette image à l'échelle de la parcelle pour voir les hétérogénéités intraparcellaires. Qui peut relativement se faire avec du Sentinel parce qu'on a une résolution de 10 mètres sur nos bandes qui servent pour calculer le NDVI. Donc, une fois qu'on a regroupé un peu toutes ces données dans notre première semaine de TD, les étudiants doivent recouper un peu tout ça et proposer un plan de prélèvement. Ils ont réussi à voir des zones homogènes sur la parcelle, se dire sur chaque zone homogène, on va aller faire une prospection pédologique, on va aller décrire notre profil de sol et ensuite faire les prélèvements de sol dont on a besoin pour compléter l'analyse. Donc ça, c'est notre étape 2. Donc, est-ce qu'on va aller faire cette prospection pédologique? Donc, en général, les étudiants sont par groupe de 2. Ils vont sur un point. C'est des prélèvements qu'on fait à la tarière par rapport à toutes les méthodes que présentait Damien qui peuvent se faire au champ. Là, on est sur un processus qui est relativement allégé parce que l'idée est de multiplier les points et pas de décrire finement un point. Donc, on fait ça à la tarière. On fait une première description pédologique avec la charte couleur, le test à l'acide pour le taux de calcaire, etc., la texture, l'estimation de la texture. On note aussi la profondeur, la teneur en éléments grossiers, etc. Et pour tous les
analyses complémentaires. On va prendre les prélèvements de sol qu'on va faire au labo ensuite pour l'horizon de surface. Donc, pour la première année du module qu'on avait fait en 2019, là où on a mis un accent un peu particulier, c'était faire une carte des reliquats azotés pour voir un peu l'hétérogénéité des reliquats azotés sur notre parcelle et voir comment ça allait affecter notre bilan azoté derrière. Également la fumure de fond, avec l'idée de comparer deux méthodes pour le phosphore, le Joré-Hébert et le Olsen, où on sait qu'avec les sols calcaires de la plaine, on peut avoir des fortes différences de conseils selon qu'on se fie à de l'analyse Joré-Hébert ou selon qu'on se fie à l'analyse Olsen. Donc, une fois qu'on a eu tous ces points, et derrière, les étudiants peuvent travailler à la fin du module conseils qu'ils vont donner aux agriculteurs. Donc, ce qui est pas mal avec cette organisation-là, c'est que ça les fait revenir en gros sur des thématiques qu'ils ont déjà vues en première année. Ils ont déjà vu comment est-ce qu'on fait un bilan azoté, comment est-ce qu'on calcule une fumure de fond, comment est-ce qu'on estime la réserve utile d'une parcelle, par exemple. Et ça, c'est des éléments qu'ils peuvent remobiliser pour réadapter à chaque zone de la parcelle ensuite derrière. Donc, ils doivent nous fournir à la fin une carte de modulation des pratiques par zone de sol, les petites étoiles là qui étaient nos différents points de prélèvement qu'on avait. Et bien sûr, derrière, présenter le raisonnement qu'ils ont établi pour réaliser cette carte. Par exemple, ici, pour le phosphore, se fier aux valeurs du comifère. Et comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça d'après comme je dis, les outils qui sont relativement classiques, notamment faits à l'échelle de la parcelle, mais qu'on va faire sur l'échelle intraparcellaire. Voilà sur cet exemple-là. Donc, pour un premier bilan sur ce type de méthodologie, le souci qu'on a eu, c'est que pour l'instant, j'ai pu le faire tourner une seule fois, donc après mon arrivée à VetAgro, donc première année 2019. En 2020, notre objectif était de faire une cartographie spatiale des hétérogénéités en carbone organique. Donc, c'est un module, comme je dis, qui se situe en deuxième année et sur plutôt la deuxième partie de la deuxième année. Donc, il commençait en mars 2020. Malheureusement, c'était juste au moment du confinement. Donc, on n'a pas pu aller comparer ces mesures qui étaient faites par le capteur Smart Fimmer de précision de planting, qui nous permet à la fois de faire de l'humidité, à la fois du carbone du sol. On n'a pas pu comparer ces cartes numériques avec la réalité sur le terrain. Donc, il a fallu trouver une alternative. Comme je dis, le premier jour du module était exactement le premier jour du confinement, donc il a fallu se réadapter en urgence. Donc, ce que je leur avais proposé, c'est on reprend les images d'hygiène dont je vous ai déjà parlé pour voir un peu l'effet de l'occupation passée du sol, et on compare l'effet de cette occupation passée, et notamment des zones boisées, grâce aux images sentinelles. Donc, chaque étudiant choisissait une parcelle où est-ce qu'il voulait dans la France. C'était l'avantage d'être en 100% numérique, au moins on n'était pas lié à une parcelle. Vous pouvez prendre une parcelle n'importe où. Il devait faire une cartographie de l'occupation du sol passé sur la base de nos images géoportail, de nos images IGN, et derrière, calculer des NDVI par zone à partir des images sentinelles. Donc, voilà pour ce qui s'était fait en 2020. Par contre, on n'a pas pu aller jusqu'au bout sur l'année précédente, mais ça fait quand même une méthodologie qui est transférable à d'autres modules. Donc, par exemple, pour les troisième années de la spécialisation CALIS, qui sont plutôt les étudiants spécialisés en agronomie, ils avaient un module qu'on a fait avec une collègue, Nathalie Vassal, à VetAgro, qui était de définir un protocole de suivi de la santé des sols pour l'exploitation agricole de Marmilla, qui est le lycée agricole en face de VetAgro Sup. Et là-dessus, on a pu travailler un peu au début avec eux sur comment est-ce qu'on peut utiliser des données numériques pour localiser nos points de prélèvement, et après revenir là sur des méthodes qui étaient plus classiques et plus traditionnelles de suivi au champ, un peu sur les profils beige présentés par Damien ou d'autres choses comme ça. Servir de cette méthode-là pour localiser les points de prélèvement. Voilà où est-ce qu'on en est actuellement. Il reste 2021 ou 2021 sera pareil, sera pour mars, donc j'ai bien peur qu'on ne soit pas encore au champ et qu'on doit encore réfléchir à une alternative 100% numérique. Il va falloir que je le fasse assez vite maintenant. Mais dans les perspectives à plus long terme, donc ça laisse pas mal de questions sur quels outils de traitement des données numériques on peut présenter aux étudiants. Donc, comme je dis, ce n'est pas forcément la tasse de thé des étudiants en école d'agro, et ça se comprend parce que ce n'est pas forcément pour ça qu'ils ont choisi cette formation-là. Donc, l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut faire des ponts avec d'autres outils qui sont déjà utilisés de toute façon dans l'école, donc comme les SIG avec QGIS, ou encore R qui a été utilisé pour les statistiques et qui peut être utilisé aussi pour de la cartographie. D'autres questions que j'ai actuellement aussi, c'est on a des outils qui ne sont pas encore utilisés dans les enseignements, qui sont des moyens spécifiques, qui ont beaucoup de choses à apprendre, mais par contre qui sont bien plus performants, comme le Google Earth Engine pour le traitement des images satellites, de dire est-ce que ça vaut le coup de l'enseigner? Est-ce qu'on l'enseigne uniquement à une partie des étudiants? Donc, toujours des questions sur ces outils pour réaliser les cartes numériques.
Et enfin, en élargissement, de se dire que les méthodes de cartographie numérique du sol, ce n'est pas seulement lié à de l'intra-parcellaire, ça peut aussi permettre de nous traiter des problématiques territoriales. Par exemple, ici, un exemple fait qu'on peut envisager de faire pour les étudiants pour l'année prochaine, c'est de voir un peu notre lien entre nos stocks de carbone dans le sol et nos systèmes agricoles, avec ici l'exemple des chargements animaux qui sont fortement liés avec les teneurs en carbone du sol. Donc voilà un peu sur les questions qu'il y a actuellement. Merci à tous. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette complémentarité du propos. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Et donc, si tu enlèves ton partage d'écran, vous pouvez laisser votre micro allumé tous, comme ça, ça évite que vous l'oubliez quand vous prenez la parole. Donc, il y a un certain nombre de questions. Alors, peut-être dans un premier temps, des questions plutôt sur les outils utilisés et les méthodes. Donc, il y avait une question de Jean-Paul Bonnet sur les automoteurs de récolte à chenilles. Est-ce qu'ils sont moins impactants qu'à pneus ou pas? Est-ce que vous avez des… Alors, c'est pas tout à fait… On n'est pas dans le numérique encore, mais on va y venir. Hein. Tu veux répondre à ça, Damien ou Myriam? Oui, je n'ai mon réponse s'il faut. Ouais. Donc, du coup, les chenilles, en fait, ont une surface de contact avec le sol plus importante. Du coup, ce qui va répartir la charge en fonction de la surface. Ce qui va limiter l'impact. Après, on n'aura plus le même problème qu'avec la benne. Donc, ça va augmenter la surface de contact, répartir la charge. On aura un tassement en surface plus important, mais qui va moins se propager en profondeur. D'accord. Et pour les pneus basse pression par rapport aux pneus… C'est la même chose. Du coup, on va augmenter la surface de contact. Et donc, du coup, on va répartir la charge en fonction de la surface, tout au long de la surface de contact pneu-sol. Et ça va moins impacter en profondeur. Alors, pendant que tu as la parole, Damien, il y a une question là, de Magali sur le retard du développement du blé que tu as constaté au niveau de passage des roues. Alors que, selon Magali, je vais relire, on m'a toujours dit que le tassement de terre à ce niveau-là avait un effet inverse, meilleure levée sur le blé dur. Donc, le tassement aurait un effet bénéfique. Un effet bénéfique pour la levée. Et par rapport à… Alors, c'est peut-être une différence entre la levée et la croissance, peut-être. Oui, alors déjà, oui, pour la levée, nous n'avons pas vraiment fait de comptage à la levée. C'est surtout au niveau de la croissance que l'on remarque un retard de développement. Et je précise que on fait très rarement des expés sur du blé dur, c'est plus sur du blé tendre qu'on a fait l'expé. Alors, c'est peut-être en fonction aussi du coup de la variété. Mais nous n'avons jamais observé l'effet inverse, quoi. Toujours un retard de développement au niveau du passage de roue. Jamais effet d'effet inverse. Ok, merci. Alors, il y a plusieurs questions. Je peux peut-être… Oui, vas-y, Myriam. Oui. Juste compléter ce qui vient d'être dit. En fait, nous, on a déjà observé une meilleure levée sur les passages de roues, mais en fait, c'est très dépendant de la météo lors d'une année. Si c'est très sec ou très humide, eh ben, ça peut complètement modifier l'impact du tassement lié au passage de roue sur le développement de la culture. Et sur les pneus basse pression et les chenilles, les observations qu'on a pu faire sont assez contrastées sur les chenilles parce que quelquefois, les galets de la chenille vont encore plus tasser le sol qu'un pneumatique. Parce que leur surface est plus petite que celle d'un pneumatique. Et pour les pneus basse pression, il y a un effet perverse. On s'est rendu compte que les agriculteurs qui utilisaient des pneus basse pression, quelquefois avaient tendance à se sentir, à penser que leur sol était protégé du fait de la basse pression et du coup la charge à la roue était plus élevée et du coup ils tassaient plus que s'ils avaient eu des pneus pas basse pression où ils auraient pris plus de précautions. Donc les choses sont rarement
que bénéfique ou que mauvaise pour vis-à-vis des sols. Merci, merci Myriam en complément. Donc maintenant des questions plus sur les usages des technologies numériques ou les nouveaux usages à venir. Songez-vous à recourir à des bases de données de type IGCS et des outils d'interprétation de type TIP-TER développés par le RMT Sol et Territoire. Alors, oui, je vais peut-être prendre la question, Philippe. Oui. Donc ça, c'est des choses que l'on présente. Donc, on a eu l'équipe de RMT, l'équipe du RRP Auvergne, qui est basée à Bête-Agro-Sud, qui fait la cartographie des sols. Donc, on a l'occasion de travailler avec eux et de faire des présentations aux étudiants. Je leur présente aussi des données qui sont disponibles, notamment issues de la BDAT sur le site INRA, sur le site de l'INRA Infosol, où là, on peut avoir les références des bases de données d'analyse des terres agriculteurs qui sont facilement accessibles. Pour ce qui est des cartes RRP, par contre, je leur présente en première année aussi pour voir un peu le contexte de l'exploitation agricole, où est-ce qu'ils vont aller en stage. Le souci, c'est que ce n'est pas des cartes qui sont téléchargeables. Elles sont uniquement accessibles en visualisation sur le géoportail. Donc, ce qui peut limiter les usages après dans les TD qu'on peut faire avec les étudiants derrière. Ok, alors il y a une question autour de l'utilisation des images. Alors satellites, vous en avez parlé, mais des drones, est-ce que du coup, des usages d'images de drones, c'est des choses que vous pouvez utiliser qui seront en perspective d'utilisation sur l'évaluation de la qualité des sols et la préservation de la qualité? Alors juste pour ce qu'on fait dans le TD, on a des agriculteurs qui ont des cartes de drone éventuellement qui sont faites principalement pour le pilotage du troisième apport d'azote sur blé. Ça rajoute un peu de précision pour nous, pour l'échelle à laquelle on travaille, pour voir l'adaptation des pratiques derrière. On n'a pas besoin de l'échelle centimétrique et les échelles fournies par Sentinel suffisent pour ces usages-là. D'autres réponses? Non. Une question sur les visions 3D du sol. Est-ce que vous connaissez des travaux qui permettent d'avoir une vision 3D du sol, sachant que la 2D rend difficile la compréhension du fonctionnement agronomique du sol à l'échelle de la parcelle? Est-ce que vous connaissez des usages de cartographie 3D? Alors, peut-être, j'appellerai pas ça de la cartographie 3D, mais l'OCPS que j'ai présenté, étant donné qu'on peut avoir des lames de différentes longueurs, ça nous permet de nous intéresser à différentes profondeurs. Donc, classiquement, on utilise des lames 10, 20, 30 centimètres. Donc, du coup, on peut s'intéresser aux 10 premiers centimètres, aux 20 premiers centimètres et aux 30 premiers centimètres, ou faire des interprétations en tenant compte de différentes profondeurs. Donc, on a quand même des informations sur la profondeur de sol, et comme on déplace l'outil, on se rapproche de la 3D. En complément sur ce qui peut se faire en 3D, sur les cartes de résistivité qu'on utilise avec les étudiants, les cartes de résistivité ont aussi 3 mesures de profondeur, grosso modo 0,50 cm, 0,1 m et 0,2 m. Donc on peut avoir une idée de est-ce que la résistivité augmente ou diminue avec la profondeur, et qui nous donne aussi un peu de 3D comme ça. Toujours dans les perspectives, il y en a plein qui sont en attente de nouvelles applications techno. Y a-t-il des perspectives de développement du pneu connecté et des applications en agriculture de précision? Est-ce que là, vous avez des éléments là-dessus? Oui, il y a des travaux au sein de l'INRAE. J'ai présenté les travaux concernant la transposition du principe de l'OCPS à un pneu capteur. Et donc, on continue à travailler sur le sujet avec comme objectif de développer, de permettre le développement d'un pneu intelligent qui permette de recueillir des données sur le sol en même temps que le véhicule circule sur la parcelle. Ok, vous avez parlé beaucoup de tassement, d'impact sur la structure du sol, et il y a une question sur l'impact des passages des engins agricoles sur la faune du sol. Est-ce qu'il y a des techniques numériques qui permettent de voir comment la faune agricole évolue selon le passage des engins? Vous regardez ça à Agrotransfert ou pas?
Dans le numérique, pas trop. On regarde la biologie. Après, c'est toujours un test visuel. Donc, au niveau du test bêche, on va donner une note s'il y a de la biologie ou pas, s'il y a des galaxies, des turicules. Mais après, question numérique, c'est pas notre spécialité, quoi. Donc, pareil, on fait ça aussi dans le mini-profil 3D. On regarde si jamais il y a de la biologie. Bon, évidemment, un petit peu métrique, on va pas pouvoir voir ça. Puis pareil, dans les profils culturaux, pardon, nous pouvons aussi observer, voilà, en plus d'observer la structure, on va observer la biologie. Donc voilà, c'est toujours du visuel, mais numériquement, nous n'avons pas de méthode. Ok, alors il y a des questions après plutôt sur, pour Benjamin, sur l'enseignement de Joël Sauter. Au cours du TD, ne verriez-vous pas l'intérêt de proposer de rechercher sur le web les données pédologiques préexistantes, même si les échelles Carto ne sont pas les mêmes? Ouais, Pour avoir des c'est éléments un de peu contexte. ce que j'en avais répondu un peu avant. Ouais, on regarde plutôt ça dans d'autres modules en leur faisant utiliser les données de la BDAT, les données du RRP qu'on peut avoir nous en local avec Agro. Mais effectivement, pour ce TD-là, on n'a pas. L'échelle est trop petite pour les cartes du RRP. On est sur du 1/250 millième. Donc, pour faire de la cartographie intraparcellaire, là, ça ne fonctionne pas. C'est plutôt sur les travaux à l'échelle territoriale, un peu dans les perspectives que je présentais à la fin. Où est-ce qu'on peut utiliser ces données-là? Alors, il y a les données qui sont produites par l'INRA en local, enfin INRAE, où est-ce qu'on a beaucoup de données déjà disponibles. Il y a aussi le projet Soil Grids qui nous permet d'avoir des rasters des différentes propriétés du sol assez facilement. Et là encore, c'est aussi un peu la facilité d'utilisation qui peut primer, parce qu'on disait une carte de RRP, on ne peut pas forcément la télécharger et la manipuler, on l'a qu'en visualisation. Une carte SolGrids, on peut l'extraire avec le Google Earth Engine en même temps qu'une image Sentinel-1 ou qu'une image Sentinel-2, et ça permet de faire des croisements plus facilement, même si la donnée n'est pas forcément de meilleure qualité. Merci. Alors, il y a des questions qui ne sont pas des questions, qui sont des informations, donc je ne les prends pas. Hein. Pour tous les participants, vous pouvez les lire. Donc, une question pour Damien. Damien, pardon, à chaque fois, c'est compliqué, hein, je ne pense pas être le seul. C'est pas grave. Damien, avez-vous progressé sur l'apport de la perméabilité de l'air sur les sols tassés par rapport aux autres techniques? Oui, alors c'est une question de Stéphane que je connais très bien, qui a contribué énormément à l'implication de cette méthode au sein de l'agrotransfert. Donc, pour te répondre, Stéphane, donc déjà bonjour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et non, nous avons toujours la même méthode que tu as mis en place, donc toujours avec quelques écarts types, toujours les mêmes. Mais nous n'avons pas de grandes modifications majeures dans la méthode que tu as mis en place, du coup. Voilà. Toujours pour toi, Damien, Terranimo peut-il être utilisé pour identifier les périodes où il est possible ou impossible d'entrer sur les parcelles pour éviter les risques de tassement? Oui, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs un outil qui est fait pour, donc un outil qui est fait pour prédire le tassement immédiat, donc savoir si on peut, c'est un go-no-go en quelque sorte, savoir si on peut rentrer ou pas, donc qui est très fortement en lien avec l'humidité. Donc pour ça, faut savoir quand même pouvoir calculer l'humidité de son sol, connaître sa parcelle avec sa texture, la profondeur de travail. Donc ça demande quand même pas mal de prérequis, en quelque sorte, pour pouvoir simuler ce tassement, savoir si on peut passer ou non dans sa parcelle. Après, une question un peu plus large, comment faire pour remédier au sol tassé sans méthode qui soit destructrice comme le décompactage? Donc là, est-ce qu'avec les outils numériques, vous arrivez à faire du décompactage? C'est une boutade, hein. Non, est-ce qu'il n'y a que du décompactage ou comme autre méthode? Donc là, c'est plus une question vraiment d'agronomie et d'agroéquipement. Après, il y a toujours la prévention, évidemment, c'est le premier recours. Mais après, si jamais le sol est déjà tassé, non, il n'y a pas de, je vois pas d'autres méthodes que le décompactage. Après, évidemment, il y a la régénération naturelle, mais ça prend du temps, quoi. Donc, il faut avoir une bonne biologie, un bon mouvement d'eau, qui est des fissurations naturelles qui se créent avec les racines, la biologie, le climat. Mais ça prend du temps. Donc, si le décompactage n'est pas possible, il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, que j'ai en tête, je ne sais pas si. Il y a quand même des cultures qui vont favoriser la restructuration du sol, donc privilégier certaines cultures
pour aider la restructuration du sol. Effectivement. Alors, il y avait une question de Magali sur le nombre de points d'observation par hectare pour pouvoir mener vos études. Point d'observation, donc alors j'ai cru voir cette question-là, oui, c'était par rapport à voilà, oui, la méthode Bêche, mini-profil et pénétromètre. Donc en fait, il y a déjà un premier travail de savoir où on suspecte un tassement pour limiter ce nombre de points. Et ensuite, voilà, le mini-profil 3D, on va en faire qu'un, hein. C'est assez intégrateur, c'est comme une grosse motte de terre que l'on soulève. On va en faire un au niveau de la zone où on suspecte un tassement, donc qui est plus humide, qui a été plus humide, où on a senti que ça patinait, qu'il y avait plus d'ornières. Après, le pénétromètre, c'est très facile. En 2 secondes, on peut enfoncer la tige et identifier un tassement ou pas. Donc, on peut faire par transect, donc perpendiculaire au passage de roue, savoir s'il n'y a pas un effet parcelle aussi. Donc, on peut faire, par exemple, je sais pas, 3 transects de 8 points. En un quart d'heure, c'est fait. Et on peut avoir déjà une bonne idée de savoir s'il y a eu un tassement, si ça a été homogène sur toute la parcelle. Donc, espacer aussi ces transects, hein, évidemment, dans les zones suspectées de tassement. Et puis les tests bêches, c'est un peu plus compliqué, un peu plus loin à mettre en place que la pénétrométrie, mais on peut en faire 3, pareil, après avoir fait un travail pour essayer de savoir où ça aurait pu être tassé. On en fait 3, puis si les 3 sont identiques, ça veut dire que s'ils sont identiques et qu'ils montrent un tassement, donc c'est-à-dire que la parcelle est potentiellement tassée dans sa globalité. Alors peut-être juste en complément aussi, c'est un point qu'on avait abordé avec les étudiants pendant le module, parce qu'ils font jusqu'à la carte de préconisation, mais ils n'iront pas voir l'application au champ, parce que ce ne sera pas forcément à la période où l'agriculteur va aller faire son passage. Par contre, on avait vu ça en allant à l'IRSTEA, donc sur le site de Montogre, pour voir les outils d'Emmanuel Piron, qui permet en gros d'évaluer la précision des épandeurs centrifuges, et ça donne une bonne idée de se dire quelle taille de zone on peut définir pour que ce soit cohérent avec la précision derrière du machinisme agricole. Ok, alors encore une question pour Damien concernant Terre Animaux. Est-ce que le go no go est-il à un instant T ou intégrez-vous des données météo pour affiner les recommandations sur une période de l'ordre d'une semaine? C'est à un instant T. Disons que donc voilà, évidemment la donnée météo est très importante, mais nous connaissons, il faut connaître l'humidité de son sol à l'instant T. Et du coup, de façon indépendante à la météo, nous pouvons savoir si l'on va tasser ou non avec tel ou tel chantier. Donc voilà, de façon indépendante de la météo. Il n'y a pas de petites fenêtres qui nous permettent d'entrer des données météo dans Terra Nova. D'accord. On Merci. peut juste Pardon, Philippe, on peut juste compléter la réponse en disant qu'il y a un projet qui s'appelle JDISTA et qui permet de calculer les jours disponibles, donc les jours durant lesquels une intervention sur la parcelle est possible en fonction des données météo, en fonction des conditions de sol. Et donc, j'espère que prochainement, les résultats de ce projet permettront de répondre à la question. Oui, d'ailleurs, nous sommes partenaires de ce projet, d'ailleurs. Oui, Joël Sauter l'avait aussi dit dans les questions en tant que réponse. Alors, 2 peut-être dernières questions. Est-ce que les cartes de rendement obtenues avec les moissonneuses sont fiables? J'ai compris qu'elles devaient être retravaillées. Quelle méthode appliquez-vous pour ce post-traitement? Alors non, ça c'est sûr qu'elles ne sont pas fiables pour donner un rendement exact. Il n'y a qu'à regarder un peu en fouillant un peu dans le shapefile, en regardant un peu la table d'attributs, de voir les données qui sont dedans. Il y a des incertitudes aussi qui sont liées au PS qui peut varier selon les grains et qui peut forcément faire des incertitudes. Il y a le problème de l'estimation de l'humidité qui est compliqué à estimer aussi et qui forcément fausse aussi les mesures. Donc on ne réussit pas à avoir des rendements exacts. Pour réussir à faire ça, il faudrait corriger à chaque fois par le poids total récolté. Et en fait, après, on pourrait recalculer vraiment le poids par zone. C'est notamment une mesure pour corriger ça. Nous, ce qui nous intéresse plus à corriger avec les étudiants, c'est un peu tous les points aberrants, comme je vous montrais assez rapidement sur la photo. C'est de se dire, dès qu'on commence à baisser la barre de coupe, on commence à enregistrer alors qu'on n'a pas forcément la quantité totale de grains qui rentrent dans la machine.
dès qu'on voit aussi qu'il y a des passages d'enrouleurs qui ne sont pas complètement remplis. Donc, il y a des moyens de détecter ça, soit visuellement, c'est plutôt ce qu'on fait avec les étudiants un peu pour les sensibiliser ça aussi en lien avec les largeurs de travail du marxisme agricole, etc. Mais aussi, il y a des données dans la table d'attributs qui disent combien de rangs ont été occupés à ce moment-là et qu'on peut aller chercher pour corriger les données. Ok, alors une dernière question concernant, je crois que tu as répondu en partie, sur l'approche numérique globale géostatistique, avez-vous utilisé les travaux du GIS-SOL et de la BDAT pour faire le lien avec les indices de végétation? Quelle opportunité pour un meilleur diagnostic cultural? Je crois que vous avez utilisé le GIS-SOL, vous avez dit. Hein. Là, à la BDAT, les données sont plus bas, je crois que c'est à l'échelle cantonale, je ne sais plus si c'est canton ou commune. Là aussi, c'est plutôt des données qui sont à utiliser à l'échelle territoriale, surtout qu'il y a pas mal de cantons et de communes qui ne peuvent pas avoir les données pour respecter aussi le secret statistique. Donc, ce n'est pas forcément pour de la cartographie intraparcellaire, mais on peut s'en servir dans d'autres travaux à l'échelle territoriale. Très bien. Écoutez, on va vers la conclusion. Il est 14 heures, donc je vous remercie beaucoup et je vous mets un petit diapo pour vous dire au revoir et on se retrouve la semaine prochaine sur la thématique de l'agroécologie. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci aux beaucoup. intervenants. Merci Merci à vous revoir. trois. Merci à vous. Au revoir. Merci Au aussi à vous trois. Au revoir. Au revoir tout le monde.